J'en avais ras-le-bol des chiffres. Et puis l'occasion s'est présentée qu'on demandait un correcteur au soir de Bruxelles. Et alors, sans savoir exactement ce que recouvrait le mot correcteur, j'ai compris quand même qu'il s'agissait des mots plus que des chiffres. Donc je n'ai pas hésité. Je me suis présenté au journal de soir, là, et le chef correcteur m'a reçu et il m'a d'abord demandé de lui montrer mes diplômes. Je n'en avais pas. J'ai triché, j'ai dit que je les avais oubliés chez moi. Il m'a cru sur parole. Il m'a dit, bon, vous allez faire un stage chez nous. Si votre travail nous convient, ben, on vous garde, pas de problème. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis ça s'est très bien passé. Mais là, c'était déjà. Donc je suis entré au soir en 55. Et en 62, j'ai publié mon premier livre. Et alors là, c'est devenu un enfer parce que j'étais mordu. J'étais déjà possédé par la littérature, je devais écrire, je ne pouvais pas éviter faire l'économie de l'écriture. Et en même temps, je devais aussi, faire mon métier de correcteur, quoi. 8 heures par jour. Donc j'écrivais mes livres la nuit. Et alors là, je sais pas, je n'arrive pas à me souvenir exactement de la manière dont je vivais à l'époque, mais je crois que j'étais quand même, je devais être insupportable à beaucoup de gens, quoi. Évidemment, 8 heures par jour d'un travail effréné, et en même temps, la nuit, mes livres, quoi, mon écriture. Et là, je crois que ça m'a amené, cette double activité, m'a amené au bord de la folie, je crois. Et puis l'opportunité s'est présentée que j'exerce le même métier à Paris. Et alors, évidemment, c'est ça qui est. Pour moi, ça a été un véritable événement, hein, pour moi. Là, je pouvais au moins. J'ai découvert ce qu'était le métier de correcteur à Paris. Hein. Ça présentait des avantages inimaginables. C'est pour ça que je ne sais plus, quelque part, je dis que, dans un livre, je dis que les forces obscures, ce sont elles-mêmes aujourd'hui qui produisent de la lumière. Hein, cette lumière que je n'attends pas de la raison, voilà, du cartésianisme. Voilà. Et voilà, bon, ce n'est pas une lumière, c'est pas ce qui s'appelle une lumière éblouissante, mais en fait, c'est quand même, voilà, elle m'éclaire sur beaucoup de choses, tu vois. Ce sont les forces obscures elles-mêmes qui se sont converties en production de lumière, quoi. À force d'insister. Oui, voilà. C'est les mots, c'est la puissance du langage qui fait ça. Sans les mots, je n'aurais pas pu arriver à ce genre de conversion, quoi. Avec un charbon noir, on peut écrire sur un mur.
avec un charbon noir, on peut aussi, et si on le fait brûler, ça fait du feu. Hein. Ouais, Oui. ouais, ouais. Et est-ce que ce chemin vers la lumière, c'est aussi un chemin de la révolte vers un certain apaisement? Non, pas vers l'apaisement, pas vers la sérénité, c'est pas possible ça. Mais c'est simplement une plus grande conscience de ce que vaut une vie, de ce qu'elle ne vaut pas, d'un certain essentiel à vivre plutôt que d'en vivre les résidus, je puis dire. Voilà. C'est ça m'a rendu l'existence plus intense. Hein, hein. Voilà, c'est ça. Mais sans les mots, c'était pas possible. Hein. Et il a fallu que je descende moi-même dans les entrailles du langage pour en arriver là aussi. Et j'en ai remonté à la surface tout ce qui pouvait faire combustible, quoi. Et incandescence. Mais les mines, c'étaient nos anti-châteaux, de plus d'oubliettes que d'échauguettes, carreaux contre chemins de ronde, berlines contre carrosses, les lectures nous faisaient enfourcher de fiers destriers. Nos sentiments, eux, allaient aux chevaux d'en dessous, funèbres, jamais ne hennissant, et quelle terrible objection aux donjons que ces tours de fer, indifférentes et sombres, où une roue lunaire semblait instruire le jour de la fin de tout jour. Nos anti-châteaux étaient pris d'assaut, au fond, tout au fond, par d'étranges légions au parler éraillé, et des têtes à risque, sous des casques coriaces, affrontaient pour la question du vivre, la question du survivre, ce bastion tellurique, colossal, minéral, qu'il fallait faire trembler. Oui, comme elles étaient dures, comme elles étaient hostiles, les fortifications enfouies, de basses courtines, démolies sans victoire, sans la très forte ivresse de bondir dans l'espace si chèrement conquis. Il y avait plus de fantômes dans nos anti-châteaux que dans les manoirs d'Écosse. Les guerriers du renfermement ont mémoire d'hécatombe. Ils pourraient dire « L'ennemi n'a tiré qu'une fois, mais c'était la fatale ». Sous éboulis, combien de massacrés avaient dans le regard le pire éblouissement. Les yeux des mineurs s'exorbitèrent pour rien, pour la suprême salve qui ne laisse nul souvenir. Dehors, des sirènes avaient hurlé le blême épouvantement. Des femmes qui étaient veuves et celles qui redoutaient de l'être s'agrippaient encore dignes à des espoirs sans Dieu et même avec, dit-on. Où donc, en quelle catégorie de la servitude, l'alimentaire fut-il à ce point sacrificiel, réunit-il nombre si grand d'humiliés, d'offensés? Et où, ailleurs qu'ici, aussi souvent, les linceuls se comptèrent en tonnage? En ces moments-là de la catastrophe, d'âpres camaraderies s'épuisaient en obscure sainteté. Frères rescapés, frères disloqués des uns aux autres, l'acte multiplié du vrai amour humain. Tout était folie, la poussière, l'asphyxie, peut-être la consommation, et même ces gestes invisibles qui cherchaient des issues au destin des damnés. Et ceux qui étaient fous, c'était la hargne incombustible de ceux qui croyaient encore au souffle de la vie, à des miracles de coups sourds frappés aux portes du néant. Ainsi les anti-châteaux faisaient leur chemin dans nos pensées inquiètes, et pour tout dire, âcres, charbonneuses, ô combien d'aspirations maudites, voire de tensions vers l'impossible grâce. Ils creusaient en nous des fosses qui seraient occupées plus tard et agrandies par des livres obsédés de percées, d'abattage, de progression dans l'insondable de l'être. Si jeunes, nous étions si pessimistes. Déjà, il était sûr que nous exciterions en nous le gang de nos démons. Nous étions palpitants de quelque chose qui ressemblait au gisement commun du bien et du mal. Nous étions en proie à des passions qui nous venaient de la déraison, considérées comme un des beaux-arts,
beau par le feu et art par le vertige. Nous créions des boyaux où s'engageait, hargneux, notre extracteur de vrai. Et si vous saviez comme notre vrai à nous était irrespirable et emmuré, parfois n'était point de trop notre bon goût de déposer des explosifs ici et là, ils ouvraient dans nos tabous des brèches de sonorités bleues. Nous étions menacés d'obscènes déflagrations pour une seule de nos rencontres avec le plus fieffé de nos débordements. Par le jeu des trouées, des chutes et des remontées, nous devînmes de rudes psychologues, pardi. De notre enfance, ce fascinant de houille, nous reçûmes une part de notre conscience tragique. Et sans la musique des mots, comment eussions-nous pu faire danser nos accroupis, nos figures carcérales et autres enchaînées fureurs? Bon, cette fibre sociale a été activée comme ça par, à l'époque où j'ai découvert comment vais-je dire, l'Union soviétique, enfin la révolution russe et tout ça. Bon. Mais ça n'a duré que 2 ans, parce qu'après il y a eu, je sais pas, une espèce de lucidité qui m'a fait comprendre que quand même c'est très curieux, mais enfin j'ai une blessure comme ça qui m'a toujours été impossible de cicatriser. C'est quand j'ai eu conscience de ce que voulait dire, ce que signifiait le pacte germano-soviétique, par exemple. Hein. Quand j'ai vu le nazisme et les bolchevismes faire cause commune comme ça sur la frontière polonaise, j'ai vu une photo où on voit les officiers nazis et les officiers soviétiques traqués ensemble au dépassement de la Pologne. C'est quelque chose que j'ai jamais pu oublier. Et quand je dois me faire une opinion sur tel ou tel événement politique, etc., je prends toujours comme... Je n'y peux rien, mais je dois toujours faire... Il me semble que c'est un devoir pour moi de faire référence à cet épisode. Ce n'est pas... c'est décourageant aussi, parce que ça vous met pas en l'état d'avoir des convictions comme ça à l'épreuve à l'épreuve du temps, à l'épreuve de l'usure. Mais enfin, bon, pour moi, c'est... Peut-être que quand je parle dans un livre de la politique de l'être, hein, c'est peut-être à quoi on peut identifier ma démarche, quoi. Bon, la politique de l'être, c'est-à-dire avec cette politique c'est simplement de l'émancipation de soi, quoi. Bon, à travers entre autres l'écriture et tout ça. Bon, c'est une notion, c'est une fibre sociale qui est devenue une fibre libertaire, mais une libertaire sans... ce n'est pas quelque chose qu'on peut confondre avec l'anarchie ou... Non, c'est simplement un soulèvement, quoi. Un soulèvement de soi en vue d'une plus grande libération du corps et de l'esprit, quoi. Voilà. Ça, il me semble, c'est la politique, la seule politique qui trouve grâce à mes yeux, quoi. Tandis que ma prise de conscience du caractère totalitaire du stalinisme, par exemple, hein,
Ça, c'était. Ça m'est pas venu tout de suite. Ce n'est qu'après que j'ai un instinct qui m'a fait comprendre que c'était pas la bonne voie. Hein, c'était pas la bonne voie pour. Et ça, il y a eu des lectures, j'imagine? Il Ah y a eu oui. des lectures, parce que, voilà, par exemple, pendant que tout le monde, la plupart des gens se nourrissaient de textes idéologiques, ou du culte de Staline et tout ça. Moi, j'ai lisé j'ai eu, je suis tombé, mais c'est pas totalement par hasard, sur des livres de Boris Souvarine, hein, qui m'a fait comprendre que la nature de ce communisme-là. Hein, je veux pas, c'est pas pour autant que je condamne tous les communismes, parce qu'il y en a plusieurs sortes, mais celui-là, entre autres, voilà, j'ai compris que c'était quelque chose d'épouvantable, quoi, qui était comme la cause de millions de morts et tout ça. Donc là, ça m'a ouvert les yeux, et définitivement, quoi. Bon.